Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je vois que ça commence déjà à arriver. Est-ce que vous pouvez dans le chat, me dire si vous nous entendez bien ou pas? Si c'est nickel ou pas au niveau du son? Comme ça nous permet de régler si jamais il y a un souci. Parfait. Bonjour et merci Noélie, Rosanne et Christophe. Super, Bonjour super, à tous. super. Eh ben, ravi de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire. Alors, c'est un webinaire qui va durer, je pense, une quarantaine de minutes à 1 heure avec les questions maximum. On va revenir sur pas mal de thématiques liées à l'IA et au recrutement. Et je suis très heureux du coup de t'accueillir, Aymen, pour ce webinaire. Hem, pour donner un peu de contexte aussi, du pourquoi, du comment, cet événement. En fait, on organise régulièrement, des événements en physique, pour les RH dans différentes villes et sur ces événements, c'est des événements qui sont suivis par des cocktails donc je demande à chaque fois, quelles sont les thématiques, qui peuvent être, intéressantes pour les RH qui viennent à nos événements et une des thématiques qui revient souvent, c'est l'IA et donc du coup, on a été mis en relation avec Ayman et c'est l'occasion, du coup aujourd'hui d'accueillir un expert, IA, ce que je ne suis pas, qui va pouvoir nous donner pas mal d'infos en sachant que bon, je te laisserai te présenter, mais vous, c'est de l'IA spécifique au domaine des ressources humaines. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Donc je vais chercher, tac, mon petit baromètre avec, les slides. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien les slides? Normalement, c'est bon. Chez moi, c'est bon. C'est bon, super, merci beaucoup. On va démarrer. Merci beaucoup à tous, encore une fois, d'être présents pour ce webinaire. Ayman, je te laisse peut-être te présenter? Merci Sébastien. Bonjour à tous. Merci Sébastien pour la proposition et pour cette organisation de ce webinaire qui fait suite aux échanges qu'on a eus et qu'on a trouvé intéressant de partager à la fois nos expertises et nos retours d'expérience avec toutes les personnes que ça peut intéresser. Donc, je suis Ayman Juni, je suis le fondateur d'EMIHR, qui est une nouvelle génération des CRH, IA natif, tout en un, avec un concept complètement révolutionnaire qui est on met dedans l'IA pour que les CRH travaillent pour vous au lieu de vous faire travailler. C'est un concept simple. Voilà, et aujourd'hui, j'interviens avec un peu ma casquette expert IA. À l'origine, je suis ingénieur de l'École polytechnique de Nantes ici, en data et en intelligence artificielle. Et merci beaucoup de nous accorder de ton temps. Et donc moi, je suis, Sébastien Lefebvre, donc je suis le fondateur de Tomorrow Jobs, qui est un cabinet de recrutement, spécialisé sur, les métiers en tension, qui existe depuis, bientôt 10 ans. Voilà, on intervient pour des clients qui sont, France entière, un petit peu Luxembourg et toute typologie de taille. Donc ça peut être des grands comptes, des ETI, des ESN, des startups, certaines PME qui sont en transformation. On les accompagne sur le volet, approche directe sur des postes assez spécifiques. On n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler d'IA. Les objectifs du webinaire, c'est de comprendre un peu les apports réels de l'IA dans le recrutement notamment. Si jamais on arrive à gagner du temps, ce qui est un petit peu l'objectif de la partie IA, quels sont les leviers RH qu'on peut activer? Comment on réinvestit un peu les gains de temps qu'on peut avoir, pour pouvoir avoir une meilleure politique de recrutement et peut-être une meilleure politique de fidélisation. Peut-être pour le contexte, en tout cas des choses qui reviennent des différents événements qu'on organise, c'est que, il y a 2 grandes choses qui ressortent. Il y a des enjeux qui sont de plus en plus, complexes et multiples pour les RH avec, les gestions de conflits, intergénérationnels, un peu l'ouverture de la boîte de Pandore où, du coup, on a pas mal d'émotions qui ressortent, un climat social qui peut être, complexe à appréhender. Il y a toute la partie, gestion des compétences dans le temps, GPEC, il y a toute la partie qualité de vie au travail,
les nouveaux enjeux de l'équilibre vie pro, vie perso, l'engagement, la fidélisation. Enfin voilà, c'est beaucoup de chantiers à opérer en même temps pour les RH et en même temps, le recrutement, ça devient de plus en plus complexe. Les délais sont plus longs, on a moins de candidatures entrantes, pertinentes. Du coup, il y a plus de concurrence, donc faut essayer de trouver des astuces pour aller chercher des profils qui peuvent correspondre à la fois sur les soft skills et à la fois sur les hard skills et on y reviendra un petit peu après et puis, on a des attentes, candidats qui évoluent. Donc comment on s'adapte, et cetera. Donc ça fait un bon cocktail qui fait que finalement, le profil, avec, les missions les plus transverses, c'est peut-être le RH, avec la partie recrutement, fidélisation, cadre réglementaire, accompagnement, motivation, tout en restant à sa place, donc entre le business, et l'entrepreneur et les salariés. Donc c'est un contexte qui est pas simple, qui est en transformation et du coup, Aymen, tu me disais: «Sors-nous des vraies stats», pour qu'on puisse poser un peu le cadre. Donc du coup, il y a une étude qui est sortie de Gallup, donc qui est un organisme, mondial qui, interviewe chaque année, je crois plus de 230 000, collaborateurs un peu partout dans le monde et donc sur la France, on a ressorti 2 stats. Le taux d'engagement qui est de 8 et donc ça fait de la France le 36e pays sur 38 avec une moyenne mondiale à 21, mais une moyenne européenne à 13. Donc on est un peu les mauvais élèves sur le volet engagement. Je crois qu'il y a que la Croatie qui est à 7 en dessous de nous. Et le niveau de stress qui est un peu mieux que le niveau d'engagement, mais qui est quand même à 38 des salariés qui se déclarent stressés, quotidiennement au travail. Donc voilà, il y a des vrais enjeux. Une autre stat qui peut être intéressante, à avoir, alors nous on a, du coup, on utilise, LinkedIn RPS comme peut-être, plusieurs d'entre vous et donc ça nous permet de voir, qui sont les personnes qui sont à l'écoute dans les entreprises. Donc on a regardé, total des collaborateurs, en France, versus total des gens qui sont à l'écoute d'une opportunité en CDI. On a 17,4 des collaborateurs, donc ça c'est que du déclaratif et c'est que sur LinkedIn. Donc globalement, ce chiffre, il doit être plus important. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, d'un côté, que c'est positif puisqu'en fait, ce chiffre-là, on le sort depuis qu'on fait des événements et il est en baisse. Il y a un an, à la même époque, il était à, quasiment 2 de plus. Donc ça veut dire que, globalement, les collaborateurs sont un peu moins à l'écoute. La problématique, c'est que c'est les raisons. C'est-à-dire qu'il y a peut avoir des efforts de fait dans pas mal d'entreprises, mais il y a aussi, globalement, le contexte économique qui fait qu'on a des collaborateurs qui sont plus frileux à l'idée d'aller chercher, un nouveau poste de peur de ne pas passer la période d'essai. Donc il y a du positif et il y a du négatif aussi puisque du coup, on a plus de difficultés à aller chercher, des candidats et puis peut-être une stat, pour toi Imen, c'est, sur la partie IA, il y a, voilà 67 des recruteurs qui estiment que, l'IA ça fait gagner du temps et déjà un recruteur sur 2 qui l'utilise, pour de la rédaction d'annonces, de la prise de notes et cetera. Donc c'est déjà pas mal. On va démarrer, Aymen, je te laisse peut-être, introduire le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer, un peu, ta vision de l'IA et surtout on entend pas mal de choses, heu des IA génératives, la partie LLM et cetera. Enfin, il y a plein de choses qui sont dites. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Merci Sébastien pour cette intro. Alors l'IA, avant de parler, de rentrer un peu plus dans l'usage de l'IA, je vais prendre juste une petite minute pour rappeler, en fait ça fait des années qu'on parle d'IA et aujourd'hui il y a quelque chose de différent. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette nouvelle IA aujourd'hui dont tout le monde parle et qu'est-ce qui est différent? Pour faire un petit récap, donc en 2017, Google a introduit une nouvelle génération d'IA qui est basée sur une nouvelle techno de réseau neuronal qui s'appelle les transformers, qui change complètement le mode de fonctionnement des IA et qui apporte des nouvelles solutions qui n'existaient pas avant. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, pour resituer un peu les choses. En 2022, cette techno a été rendue publique. Elle a été ouverte au grand public avec ChatGPT. Je pense que tout le monde ici, ou presque, connaît ChatGPT et l'a utilisé à un moment ou à un autre. Donc, c'est une IA conversationnelle qui permet de répondre à des questions, qui a pas mal de connaissances, qui a aussi des limites, on en parlera plus tard, mais qui aide énormément. Personnellement, je l'utilise tout le temps, tous les jours. Enfin, ça fait gagner un temps fou.
Et cette nouvelle technologie a évolué petit à petit et on est arrivé aujourd'hui avec disons une évolution qu'on appelle les IA agentiques. Vous avez peut-être entendu parler. Ce sont des intelligences artificielles qui deviennent de plus en plus autonomes, qui peuvent faire des actions. On leur demande de faire des choses. Ils peuvent les faire pour vous et venir ensuite vous faire un compte rendu, vous dire c'est bon, j'ai fait ou je n'ai pas fait pour ceci ou cela et pour telle raison. Typiquement, Amy, dans Amy HR, c'est ça. C'est une assistante RH virtuelle, IA, qui est autonome et qui fait les choses. Et ça a un impact sur l'entreprise, pas que sur les RH, mais sur les différents métiers de l'entreprise, avec on le voit aujourd'hui, c'est déployé dans le support, on a des IA dans la conciergerie, dans le développement informatique, ça marche très très fort avec des développeurs IA virtuels, et c'est en train vraiment de pénétrer les entreprises de façon assez importante, et tout ça apporte un nouveau changement de paradigme pour les entreprises, parce que jusque-là, les entreprises avaient des produits, des outils qu'on appelait SaaS, où ils venaient travailler dessus. Et avec l'arrivée de ces IA agentiques, et ben maintenant, les solutions, les nouvelles solutions qui sortent, ce sont des solutions qui vont travailler avec les salariés de l'entreprise, pour les entreprises, voilà, et non pas les faire travailler comme les outils d'avant. Donc, c'est un vrai bouleversement qui est en cours aujourd'hui pour les entreprises. OK. Et du coup, si on se penche un peu sur le sujet du jour qui est, le volet, recrutement, souvent ce qu'on se pose comme question, c'est, oui l'IA, mais, quels sont les cas d'usage? Est-ce que tu peux me parler peut-être des cas d'usage que toi tu connais ou que tu vois, possibles, pour, quelqu'un qui est, RH ou recruteur, en interne dans une structure? Alors, pour les RH, l'IA aujourd'hui, elle s'applique quasiment à tout le process RH, du recrutement jusqu'à l'offboarding du salarié. Ça permet de gagner un temps fou et d'automatiser et de déléguer un certain nombre de tâches chronophages à faible valeur ajoutée, de les déléguer à l'IA pour permettre vraiment au RH de se concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est stratégique et sur l'humain. Pour rester sur le sujet du recrutement, un des premiers cas d'usage qui est sorti, et pour lequel on a pas mal de retours, par exemple, c'est comment transformer l'expérience candidat pour attirer les meilleurs. Aujourd'hui, sur certains métiers en tension, attirer les candidats, faire en sorte qu'ils viennent candidater et qu'ils poursuivent le process jusqu'au bout est un vrai challenge. Donc, comment les entreprises peuvent leur apporter une expérience différenciante pour leur donner envie de candidater, mais aussi de poursuivre ensuite et d'intégrer l'entreprise. On a par exemple, il y a aujourd'hui des expériences avec des chatbots qui vont, au lieu de permettre aux candidats de venir remplir un formulaire, de répondre à des questions, qui n'est pas forcément très sympa, il y a des technos de bots qui va venir juste prendre son CV, discuter avec lui ou avec elle pour l'aider à déposer une candidature la plus qualitative possible, pour aussi aider les RH derrière à bien qualifier et bien analyser cette candidature parce qu'elle aura été complète. Ces chatbots, ils peuvent aussi préqualifier les candidats, c'est-à-dire les RH peuvent leur demander de poser un certain nombre de questions, de vérifier certains diplômes, certaines compétences. Et donc, ce chatbot, pendant le dépôt de la candidature, va poser les questions, va creuser les sujets et va enregistrer tout ça voilà, dans la candidature. Il y a aussi une fonctionnalité qui a été beaucoup appréciée par les candidats lors des tests, qui est la réponse à leurs questions. Parce que souvent, on a l'offre d'emploi, mais l'offre d'emploi, derrière, ça génère pas mal de questions sur à la fois l'entreprise, ses valeurs, mais aussi sur l'offre d'emploi. Et donc, le fait d'avoir, dès le moment où on dépose sa candidature, un compagnon IA qui va venir, qui va répondre aux questions, éclaircir certains points, permet au candidat à la fois d'apprécier l'expérience, mais aussi de venir plus tard en entretien, ayant déjà un certain nombre d'informations et donc de poser des questions beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus qualitatives. Ça permet d'avoir vraiment des entretiens plus qualitatifs. Ça permet aussi plus de transparence, donc en donnant plus d'infos aux candidats, c'est apprécié. Comment on peut y arriver, c'est aussi réduire les délais de réponse. Beaucoup de candidats abandonnent le process de recrutement à cause d'une frustration qu'ils ont ou on met trop de temps à leur répondre. En intégrant l'IA, en l'aidant à fluidifier les process,
et ben, on accélère tout ça et on répond beaucoup plus vite, on est beaucoup plus réactif et c'est très bon pour la marque employeur. D'ailleurs, 80% des candidats aujourd'hui donnent une importance très forte à la marque employeur. OK. Et en préparation de ce webinaire, tu m'avais parlé d'un cas d'usage que tu avais utilisé et qui avait plutôt bien marché. Alors, je ne sais pas si tu veux dire le nom ou pas, mais au-delà du nom, peut-être expliquer un petit peu quelle était la problématique de l'entreprise et comment vous y avez répondu et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, la problématique, c'est une très grande start-up parisienne pour ses recrutements tech qui recrute beaucoup et qui reçoit énormément de candidatures. Alors, on reçoit des centaines à chaque fois et c'est extrêmement chronophage à trier parce que souvent, il y a des candidats qui utilisent déjà ChatGPT pour faire leur propre CV. Donc, on reçoit des CV de plus en plus qualitatifs, mais qui ne représentent pas vraiment la personne. Et donc, ils avaient besoin d'une approche IA, d'une approche nouvelle qui leur permet de mieux préqualifier, mieux trier les CV et de pouvoir sortir du lot beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement les candidats les plus pertinents par rapport à l'offre. Et donc là-dessus, ils ont pu utiliser il y a eu plusieurs étapes dans le traitement de leur CV. Il y a eu d'abord, alors déjà, l'écriture par IA de l'offre d'emploi. Ça permet de gagner du temps, ça permet de créer des offres plus sympas, plus qualitatives. Il y a la partie préqualification par IA, c'est-à-dire l'IA va analyser le CV, va le comparer à l'offre d'emploi et va dire, tiens, ce CV-là, il correspond par rapport à tel et tel point. Attention, je vois telle et telle problématique et voici les questions à poser en entretien pour éclaircir certains points. L'intérêt, c'est que ça permet déjà d'avoir un premier pré-tri, un premier scoring qui aide déjà à voir un peu mieux quels sont les candidats les plus pertinents pour l'offre. La deuxième étape ensuite qu'ils ont introduit, qu'ils ont testé, c'est les tests de compétences par IA. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions de tests de compétences. Le problème, c'est que ces tests sont connus par ChatGPT. Donc, les candidats, il suffit qu'ils posent la question à ChatGPT, ils ont la réponse. Et finalement, ces tests testent plutôt la compétence de ChatGPT que la compétence du candidat. Et donc, il a fallu inventer une nouvelle façon de tester, donc des tests par IA où les candidats vont venir discuter avec une IA qui va leur poser un certain nombre de questions, qui à la fin va, disons, corriger leurs réponses et envoyer un rapport au RH en leur disant, voilà, cette personne, elle est plutôt très bonne dans telle compétence, elle est moyenne dans telle autre compétence, elle a besoin d'être accompagnée, d'être formée dans telle et telle autre compétence, et de leur donner donc une visibilité beaucoup plus, précise du profil du candidat, et donc les aider à réduire les risques liés au recrutement. Parce que les risques liés au recrutement, ça a un coût, c'est entre 30 000 et 60 000 euros selon le cabinet Deloitte, pour un recrutement raté. Donc voilà, et ça leur a permis aussi, en retour d'expérience, ils étaient très contents, de gagner beaucoup de temps. Parce que les chiffres qu'on a, c'est qu'ils ont réduit de 90% leur temps de recrutement. Avant, ils devaient passer à peu près 200 CV à la main. Aujourd'hui, ils passent à peu près 20 CV. Vraiment ceux qui sont les plus pertinents. Et du coup, leur cycle de recrutement a aussi beaucoup baissé. En France, aujourd'hui, c'est 40 jours pour recruter quelqu'un. Entre le dépôt de la candidature et l'acceptation, c'est très long. Et il y a grosso modo 30% des candidats qui abandonnent en route. Donc, c'est des vrais enjeux aujourd'hui auxquels l'IA répond et pour lesquels il n'y avait pas de solution avant, en tout cas pas de solution assez efficace et pertinente, et aussi assez peu chère. Parce qu'on a peur souvent que l'IA soit chère, mais en fait, c'est beaucoup moins cher que les outils avec IA sont beaucoup moins chers que les outils classiques. OK. Et peut-être si on va un peu plus loin, si on va dans l'étape d'après, donc il y a le volet un peu amont, phase de recrutement. Et est-ce que tu as des cas d'usage ou des choses spécifiques sur l'après, donc la vie en entreprise, la partie onboarding, la partie fidélisation, ouais, des sujets comme ça? Alors, oui, là encore, c'est très important parce que c'est bien de recruter et d'attirer,
mais après, il faut engager, fidéliser. Déjà, l'onboarding. L'onboarding, c'est une étape extrêmement importante après le recrutement. Il y a déjà un salarié sur 5 qui déjà envisage de démissionner dès les premiers jours dans l'entreprise. Donc, il faut soigner l'onboarding. Le problème de l'onboarding, comme beaucoup de problèmes dans les RH, c'est que c'est chronophage. Et aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, les services RH sont sous-dimensionnés, sous-équipés. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver le temps de faire les choses comme on aimerait les faire. Et donc là encore, l'IA peut intervenir pour créer des onboarding. Et ça existe déjà, on n'est pas sur du virtuel demain, ça existe déjà ces solutions-là. Elles sont déployées, elles sont en production, qui permettent d'accueillir de façon qualitative et personnalisée le collaborateur, le rassurer en lui faisant découvrir ses autres collègues, en lui donnant les documents à signer, en lui présentant déjà les formations qu'il va passer, en répondant à ses questions. Voilà, lui donner vraiment, lui attribuer un buddy ou un parrain. Donc, l'IA permet de faire toutes ces choses-là et de faciliter surtout et de fluidifier tout ça. Une fois que le collaborateur a été accueilli, il faut aussi pouvoir le suivre ensuite. Il faut communiquer avec lui, il faut comprendre, il faut savoir comment il va. Donc tout ça, il y a tout un outillage aussi à mettre en place qui peut être facilité, fluidifié par l'IA et qui permet de suivre le collaborateur jusqu'à son offboarding parce que partir, voilà, ce n'est pas dramatique. Des fois, ce n'est qu'à nous revoir. Et donc, l'IA peut aussi permettre de soigner l'offboarding et de faire un offboarding qualitatif sans forcément mettre beaucoup de temps, beaucoup de moyens là-dessus. OK, ça marche. Donc en fait, ce qu'il ne faut pas oublier et je pense que c'est un peu le sujet de ton propos, c'est que l'IA, c'est un outil. Ça remplace pas, l'IA fait pas l'onboarding, mais en fait t'aide à le préparer, t'aide à gagner du temps pour, structurer les choses et répondre peut-être à des questions spécifiques, mais c'est plus un support pour pouvoir avoir plus de temps, pour le contact humain, le suivi, l'accompagnement et cetera, quoi. Tout à fait. L'IA, je dis toujours, l'IA n'est pas faite pour remplacer. Quand on la voit, quand on fait par exemple les démos, il y a un effet waouh, c'est magique, mais c'est magique parce qu'il y a l'humain qui l'utilise, parce qu'il est là, qui sait l'utiliser, qu'il est formé. Pour nous, l'IA augmente en fait. Ça permet de faire plus, mieux, voilà, sans remplacer. Aujourd'hui, par exemple, l'IA permet de devenir plus proactif et d'anticiper un certain risque. Pour les RH, par exemple, un cas que beaucoup connaissent, c'est le collaborateur qui démissionne. Voilà, un jour, on a une démission, tout le monde est surpris, ça se passait très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et grâce à l'IA, aujourd'hui, grâce au temps gagné, on peut avoir des reportings et des KPI qui permettent déjà de commencer à détecter quand il y a de possibles problèmes. Et donc, d'y aller avant que la personne ne démissionne et avant que dans sa tête, elle ne soit déjà partie. Mais il y a aussi des outils qui permettent aussi aux collaborateurs d'être, comment dire, de se sentir mieux, de communiquer, d'être plus autonome sur son parcours professionnel. C'est vraiment, ça donne aussi les moyens aux collaborateurs de construire aussi leur propre parcours professionnel et d'être plus engagés avec cette visibilité qu'ils vont avoir dans leur entreprise. OK et justement, du coup, je rebondis sur, peut-être pour compléter, avec, Inès qui nous pose la question, pour toi, Imen, grâce à l'IA, comment on met en place un process d'onboarding pour, une petite structure qui a 3 à 5 arrivées en même temps de son côté? Est-ce que tu as des conseils, pratiques sur, comment on construit un peu ce process-là, Oui, c'est très simple. Alors aujourd'hui, je peux vous parler d'un cas concret que je connais, qui vient d'EMIHR. Pour le module recrutement, par exemple, chez EMIHR, l'onboarding, il y a un module d'onboarding automatisé. C'est-à-dire comment ça marche? On crée des règles pour dire quand quelqu'un arrive sur tel site ou sur tel service de l'entreprise, on aimerait qu'il signe tel et tel document, qu'il passe telle et telle formation, qu'il ait un café ou un déjeuner avec tel et tel collaborateur, on lui met tel parrain, etc. On lui attribue, par exemple, un
un entretien d'étonnement au bout de 3 mois pour savoir comment ça va passer son entretien. Et donc, quand une personne arrive dans l'entreprise, automatiquement, l'IA va aller voir où cette personne va arriver, qui est cette personne, et va automatiquement lui préparer son parcours d'onboarding qui sera personnalisé pour elle. Et donc, quand la personne arrive, elle a son interface. Donc, dans MIHR, il y a une interface pour les collaborateurs. Le collaborateur arrive, il voit ses futurs collègues, toutes les infos qu'il a pour atterrir, les tâches qu'il a à accomplir, les documents qu'il a à signer, qui va être son parrain, etc. Donc, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, même pour les petites structures, qui permettent de gagner énormément de temps. Et souvent, ce que font les RH, c'est juste suivre voilà, qui est en retard, si tout se passe bien ou pas, est-ce qu'il a reçu son PC, est-ce qu'il a passé sa visite médicale, voilà. On est plus dans du suivi que de l'action. C'est l'IA qui s'occupe de mettre en place les actions. Je ne sais pas si c'est assez clair. Ben, écoute, moi c'est clair, j'espère que c'est clair aussi pour Inès. Si vous avez d'autres questions aussi hein, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les poser comme Inès. Moi, je vais aller dans un autre sens du coup pour l'IA parce que du coup, il n'y a pas que des bons côtés. Des fois, voilà, on évoque certaines peurs, certaines limites aussi. On évoquait en préparation aussi de ce webinaire la limite d'une IA peut-être mal calibrée, avec un exemple d'un grand compte qui avait testé une startup IA. Donc le contexte, c'est ils ont des postes sur lesquels ils ont alors, est-ce que vous me voyez toujours? Ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai cru que ça avait sauté. Le contexte, c'est qu'ils ont, sur, 5 postes, beaucoup de candidatures, donc ils ont 200 candidatures à analyser. Donc la startup IA a analysé tout l'effectif de ce grand compte-là, et après a ressorti 10 CV parmi les 200. Ils les ont pas montrés, ils les ont sortis qu'à la fin. Donc l'entreprise a fait son process de son côté. À la fin, elle a embauché 5 personnes et sur ces 5 personnes, il y avait 3 qui étaient dans les 10 qui avaient été sélectionnés par la startup IA. Donc magie, ça marche bien, ça permet justement de peut-être faire moins d'entretiens, passer plus de temps dans l'entretien. Sauf que finalement, quand on redécoupe un peu les choses, on se rend compte que, ça peut participer, à un système un peu de clonage, de profils et ça peut participer, si c'est mal calibré, à la discrimination puisque là, en l'occurrence, c'était des postes IT, et dans les 10 qui avaient été sélectionnés par l'IA, il n'y avait pas de femmes, il y avait, que des Français. Donc, discrimination aussi liée à l'origine et liée à pas mal de choses, liée à l'âge aussi. On n'avait pas de personnes, trop seniors. Donc, comment on arrive à passer outre ces biais-là? Parce que c'est des vrais biais et nous, notre job en RH, c'est, justement de pas aller sur ces biais-là, quoi. C'est quoi ton avis là-dessus? Oui, tu fais bien de citer ce cas-là. On l'a beaucoup vu dans le passé avec les outils de recrutement, mais aussi avec d'autres outils, parce que la qualité de l'IA dépend beaucoup de son entraînement et des données qu'on va lui donner pour l'entraîner. Si on lui donne des données biaisées, ses résultats vont être biaisés. Donc, il y a eu, je peux parler dans mon cas, je ne sais pas pour les autres, dans le cas d'MIHR, on a fait un énorme travail au début, justement pour essayer de réduire ces biais. Et pour réduire ces biais, on a essayé de la concentrer dans le cas du recrutement uniquement sur les éléments factuels, c'est-à-dire les compétences, les soft skills, ces choses-là. Et par exemple, quand l'IA donne un scoring, elle explique pourquoi elle donne ce scoring-là. Elle ne dit pas juste lui il correspond à 80% ou elle correspond à 90%. Elle dit pourquoi elle correspond, pourquoi elle ne correspond pas, est-ce qu'il y a des zones d'ombre ou pas, est-ce qu'il y a des red flags ou pas. Le but, c'est d'assister les RH et de leur donner les moyens de justement d'avoir leur propre jugement. Pas juste leur dire, bah voilà, c'est comme ça ou c'est comme ça. Ça, pour moi, c'est un bon moyen déjà de réduire ces risques de biais. L'autre chose importante à se souvenir avec l'IA, c'est qu'il faut être formé pour l'utiliser. L'IA ne fonctionne et ne fonctionne très bien, parce qu'elle fonctionne très bien, mais uniquement si on sait l'utiliser, si on est conscient des risques et des possibles erreurs qu'elle fait. Et donc là encore, l'humain est là pour être en dernier recours, comment dire, assesser les résultats, savoir est-ce que c'est cohérent ou pas. Donc voilà. L'IA, c'est bien, ça aide,
mais il faut savoir l'utiliser et il faut être conscient des risques. Moi, par exemple, quand on reçoit un nouveau collaborateur dans l'équipe, pour lui faire prendre conscience de ça, j'ai tendance à lui montrer un petit exemple sur ChatGPT où je demande à ChatGPT qu'est-ce qui est plus calorique, l'œuf de la poule ou l'œuf de la vache. Et ChatGPT répondait à chaque fois, bah, c'est l'œuf de la vache parce que l'œuf de la vache, il a tant de glucides. Voilà. Donc, ça permet aussi de montrer que, bah, attention à l'IA, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir lui parler. OK. Il y avait une question dans le chat d'Antonella qui disait que, voilà, elle attendait aussi des conseils sur, les erreurs à ne pas faire, comment l'utiliser, qu'elle utilise elle, ChatGPT pour son recrutement. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Je pense notamment, peut-être à la sensibilité des données, RH, parce que finalement dans le processus RH, il y a toutes les données personnelles donc quid de la souveraineté des données? Où est-ce qu'on met, ces données? Où est-ce qu'elles partent? Quelles sont les données quid des données personnelles, hein, des candidats ou de l'entreprise, qui sont transmises quand on utilise, tout sur ChatGPT. Est-ce que tu as des voilà, des idées, des choses, ou des cas d'usage, d'erreurs pour un RH à ne pas faire? Oui. Merci Antonella pour ce commentaire, parce que justement, il soulève un point extrêmement, extrêmement important et sensible, qui est ChatGPT, notamment la version gratuite, elle entraîne ses modèles sur les données des clients. Il y a une grosse entreprise, je ne sais plus si c'est Sony ou si c'est Samsung, qui a eu des sueurs froides en voyant des documents confidentiels ressortir par ChatGPT. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un enjeu pour les entreprises et pour les équipes IT des entreprises, c'est les salariés qui utilisent ChatGPT en cachette pour écrire des mails, pour préparer des présentations, qui vont donner à ChatGPT des données confidentielles et qui vont créer de possibles fuites de données. Aujourd'hui, le RH recruté, c'est aussi utiliser des données personnelles, donc qui tombent sous le coup de la RGPD. Et donc, utiliser des outils gratuits comme ChatGPT, c'est prendre un risque. Les outils professionnels qui utilisent l'IA, notamment, font cet effort-là de protéger les données des entreprises et des utilisateurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, il faut faire très attention à ça. ChatGPT, ça aide beaucoup, mais quand on commence à travailler avec des données sensibles ou des données sous le coup de la RGPD, voilà, il ne faut pas. OK. Et il y avait une question sur, est-ce qu'il existe des formations où ils utilisent une formation, une version payante de ChatGPT? Alors, nous on n'anime pas, je suis pas sûr que toi tu en animes. Par contre, je pense que peut-être que tu fais de la sensibilisation ou de l'animation, à la partie IA, à la limite, c'est peut-être un point à échanger, Antonella, si vous voulez, à la fin avec Aymen. Là, en tête, j'ai pas de formation spécifique, mais il doit en exister, déjà pas mal. OK, on va avancer sur le webinaire. Attends que je reprenne la suite sur, bah, si on gagne du temps, avec des parties un petit peu des tâches un petit peu chronophages qu'on peut, voilà, potentiellement remplacer par l'IA, comment on réinvestit ce temps? Ouais, et justement, comme tu es là avec nous, Sébastien, pour moi, côté recruteur, c'est un métier que je ne connais pas vraiment. Je suis plutôt dans l'IT, dans l'ingénierie. Pour toi, en tant que recruteur, qu'est-ce que tu penses de l'IA? Est-ce que tu utilises déjà l'IA? Comment tu l'utilises? Ouais, si tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît. Alors moi, je suis pas un spécialiste, IA, mais j'essaye d'utiliser pas mal de choses, comme, ce qui avait été évoqué, au démarrage. C'est, plein de petites choses qui vont me faire gagner du temps. Donc c'est des tâches de valeur ajoutée, mais qui vont, finalement, mis bout à bout, me faire gagner du temps. Donc il y a la partie, préparation, notamment, préparation des entretiens, quand on va sur des entretiens, un peu techniques, sur certains métiers, bah, voilà, ça m'aide aussi à préparer ces entretiens. Ça va m'aider aussi sur, une fonctionnalité potentiellement de retranscription. On a testé des outils, de retranscription d'entretien visio. Donc c'est des retranscriptions textuelles qui vont me permettre justement d'avoir, de moins utiliser d'énergie pour prendre des notes, mais de plus être concentré sur les entretiens que je passe. Il va y avoir, on va dire, tout le volet études, de, hem
des typologies de profils qu'on va pouvoir approcher. Donc, typiquement, voilà, quand on fait de l'approche directe, l'intérêt de faire de l'approche directe, c'est d'avoir accès à un marché qui est un petit peu passif, un petit peu caché, mais qui est, on va dire, mieux calibré par rapport à nos attentes. Et en fait, l'IA va me permettre de créer assez rapidement des cocons sémantiques qui vont être utilisés pour construire des systèmes de booléens. Donc, les booléens, c'est les and, les or, les parenthèses, les guillemets, qui vont nous permettre de faire de la recherche vraiment avancée sur les CVTech, sur LinkedIn, sur notre propre ATS. Et donc, du coup, l'IA peut permettre justement d'aller un petit peu plus loin sur ce volet chasse de tête. Donc, tu vois, hier, j'ai posé la question du coup à une IA sur la partie ingénieur calcul de structure si on recrute dans la navale, je sais pas, dans le 44. Et ça permet de sortir plein d'intitulés de postes qu'on n'aurait peut-être pas pensé avant, plein de mots-clés sur le secteur, des logiciels, des outils qui sont utilisés. Et en fait, ça permet d'aller un peu plus loin que moi-même si j'avais fait les recherches, de gagner du temps et de pouvoir aller chercher des profils qui sont un petit peu moins bien référencés sur le bon mot-clé, mais qui sont vraiment pertinents et qui, du coup, vont être un petit peu moins contactés. Je prends un exemple, là, on recrute dans la cybersécurité en ce moment, dans un environnement qui est très normatif, sur des normes ISO 27001 et cetera, avec des outils très spécifiques et des méthodologies du NIST, du EBIOS RM, et cetera. Finalement, avec le cocon sémantique qui m'a été sorti par l'IA, ça m'a permis d'aller chercher des profils un petit peu différents, des gens où il n'y avait pas marqué cybersécurité sur leur profil LinkedIn, mais qui avaient toute la stack qui disait qu'ils étaient sur ces métiers-là. Et du coup, c'est des gens qui sont beaucoup moins contactés parce que beaucoup moins référencés, mais qui du coup vont pouvoir, être hyper pertinents dans un processus. Donc, je pense que ça Justement, aide. justement, moi, j'étais curieux au début quand on avait commencé à échanger, parce que ton métier, c'est la chasse de tête, donc une approche souvent très personnalisée, où l'humain est au centre du process. Est-ce que c'est vraiment compatible avec l'IA? C'est une bonne question. En fait, on peut imaginer pas mal de choses. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA. La valeur ajoutée d'un recruteur en interne ou chez un prestataire qui fait de l'approche directe, c'est vraiment le côté personnalisation, analyse du comportement, de la personnalité, des soft skills. Et donc, du coup, finalement, on pourrait imaginer mettre de l'IA dans toutes les étapes du processus de recrutement. Je suis contre. Parce que j'estime que justement, ce côté humain, c'est la valeur ajoutée d'un processus de recrutement et globalement, si on va plus loin, d'un engagement, comme on parlait d'engagement, au sein d'une entreprise. Finalement, en plus, quand on passe les entretiens, pourquoi les gens veulent partir? Ils veulent partir souvent par rapport à des facteurs humains. Parce que ça se passe bien, en interne, avec leur manager, parce qu'il y a une ambiance complexe, parce qu'il y a eu une gestion de projet qui ne s'est pas très bien passée, parce que le manager n'a pas été vraiment formé, et cetera. Donc, l'humain, ça reste pour moi central. C'est pour ça que dans les RH, il y a H, et pour moi, c'est vraiment le gros sujet. Donc, l'IA, c'est un outil, et j'ai pas envie que ça remplace, la valeur ajoutée, mais ça peut vraiment nous aider, nous faire gagner du temps sur certaines tâches, quoi. Donc sur la Tout à chasse de fait. tête, c'est pertinent parce que, ça nous permet de gagner du temps sur la partie personnalisation et sur le temps qu'on va passer avec les candidats et les entreprises. C'est ce que dit Antonella aussi dans le chat. Ça ne remplace pas l'expérience d'un recruteur, ça aide, mais cela ne remplace pas l'humain. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas fait, je ne pense pas que ça puisse remplacer l'humain, mais par contre, ça l'augmente réellement. Et voilà, la différence est très importante entre quelqu'un qui sait utiliser l'IA et quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser. Euh, pour toi, Sébastien, avec ce temps que tu gagnes, euh, où est-ce que tu réinvestirais ce temps? En moyenne, on estime à 40% de temps gagné pour quelqu'un qui utilise l'IA, qui sait l'utiliser, il gagne grosso modo en moyenne 40% de temps. Comment toi, tu l'utiliserais? Où est-ce que tu le réinvestirais ce temps-là? Bah, je sais pas si on gagne 40, mais en tout cas, on gagne quand même pas mal de temps. Je pense qu'il y a deux grandes choses qui sont importantes. Il y a l'accompagnement
humain global de A à Z. Donc l'accompagnement humain, c'est l'accompagnement, passer plus de temps avec le manager pour lui expliquer que Michel, qui est dans l'entreprise depuis 25 ans et qui part, on ne va pas pouvoir recruter son clone parce qu'en fait, cette personne-là, c'est un mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Et du coup, pouvoir l'aider, l'accompagner pour un peu trier dans ses attentes, quelles sont celles qui sont obligatoires, quelles sont celles qui ne sont pas, quelles sont les personnalités dans son équipe et donc quel type de profil on va aller chercher. Donc, toujours ce côté un peu humain. Le côté humain dans le processus de recrutement, passer plus de temps avec le candidat, bien suivre le candidat. Et après, le côté aval, le côté onboarding, fidélisation, encore une fois, c'est plus on a de temps avec les gens dans l'entreprise, plus on a de chances que la politique RH soit adaptée. Et donc ça, c'est le 1er gros point, c'est l'accompagnement RH global. Et après, si on parle peut-être d'outils ou de méthodos, un des outils, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens qui restent le plus longtemps dans les entreprises, c'est quand même souvent ceux qui matchent bien avec les valeurs de la structure, qui ont les soft skills qui vont bien, qui sont adaptés justement aux attentes de l'entreprise. Et du coup, je me posais la question en préparation de ce webinaire sur qu'est-ce qu'on peut utiliser pour optimiser avec notre expérience de RH cette évaluation un petit peu des soft skills. Il y a deux choses qu'on peut évoquer. Nous, on utilise une méthode, qui est une méthode STAR, hein, c'est pas nous qui l'avons inventée, elle existe depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup de RH qui l'utilisent, qui est une méthode qui va nous permettre de poser des questions claires sur la situation, les tâches, l'action et les résultats de la personne, ce qui va nous permettre d'avoir des questions qui vont être orientées sur le comportement de cette personne-là et qui va nous permettre aussi d'éviter les «on a fait ça», «on a mis en place telle chose» et de pouvoir réorienter sur le jeu et donc de comprendre vraiment, si un des sujets, c'est la gestion du stress, de pouvoir voir un peu dans quelle situation la personne a été, quelles étaient ses tâches, quels étaient son contexte, qu'est-ce qu'elle a mis en place et quels ont été ses résultats, positifs ou négatifs. Tout ça, ça nous apprend des choses et donc ça nous permet finalement d'avoir une analyse qui est, transverse sur le volet comportemental, où il y a quand même des résultats qui sont factuels et donc d'avoir un début d'analyse, sur la partie soft skills. Donc ça, si vous voulez vous renseigner, il y a plein de choses qui existent sur la méthode STAR et c'est vraiment intéressant. Donc on passe plus de temps en entretien, c'est sûr, parce que c'est un peu plus long, mais c'est hyper intéressant. Et sinon, un autre élément qui est utilisé à la fois sur la partie recrutement, mais aussi beaucoup sur la partie fidélisation pour essayer de comprendre les comportements, c'est le modèle DISC avec 4 types un peu de caractères. Alors souvent, une personne n'est pas uniquement dans un seul caractère, il a 2 dominantes. Donc, il y a la partie dominant, influent, conforme, stable, et qui vont tirer en fait en fonction des personnalités sur est-ce que c'est des gens qui sont plus orientés sur du factuel, sur du résultat, ou si c'est des gens qui sont vraiment orientés et tournés vers les autres. Est-ce qu'on a des gens qui sont plus extravertis, introvertis, dans l'action, dans la réaction? Et en fait, ce modèle-là, donc il y a des questionnaires, tu peux faire passer un questionnaire justement, qui nous permet après, au-delà du résultat en fait qui ressort de ce questionnaire-là, d'avoir en fait un espèce de support pour pouvoir aborder les sujets, aborder la partie soft skills, aborder la partie comportementale avec la personne. Et tout ça, ça va nous encore plus l'échange qu'on va avoir avec cette personne-là va plus nous apporter encore que le résultat du test. Donc c'est un support. Il existe plein d'autres tests de personnalité, mais voilà, ça c'est un modèle que j'aime bien et qui peut avoir de la valeur pour justement réutiliser du temps qu'on gagne par de l'IA. Je crois qu'il y avait une question. De Inès. Alors, elle est très pertinente, la question de Inès, sur 2 points. Un, sur le fait d'enregistrer les candidats. La question, c'est, alors, oui, il faut les prévenir, c'est obligatoire. On n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un sans lui demander son consentement. Donc, voilà. Et deuxième point, sur la partie RGPD et les outils, est-ce qu'il y a des outils gratuits? Les outils gratuits. Alors, attention avec les outils gratuits.
J'en ai pas en tête, voilà. Mais les outils gratuits, souvent, comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, attention aux outils gratuits. Il faut s'assurer quand on est dans le professionnel, en privé, enfin, on fait ce qu'on veut, voilà, on est libre, mais quand on est dans le monde professionnel, il faut faire très attention aux contrats et aux conditions d'utilisation des produits, parce qu'ils peuvent utiliser vos données, ils peuvent les sortir, ils peuvent entraîner des modèles avec, donc ça peut être sensible. Je ne sais pas si, Sébastien, tu as des retours ou des choses à ajouter là-dessus. Non, pas forcément de choses sur, nous, on a testé plusieurs choses un peu à la marge, mais pour l'instant, on s'est pas figé sur un outil, justement parce que, je voudrais trouver l'outil qui va bien et où vont les données. Donc pour l'instant, je ne recommande pas. Mais je pense qu'il doit y en avoir des outils, français, bien faits sur la transcription. Ça doit exister. Alors, personnellement, j'utilise Teams, il n'est pas gratuit. L'intérêt de Teams, c'est que quand on enregistre, alors, moi je demande toujours à l'interlocuteur si je peux enregistrer. Quand j'enregistre, l'interlocuteur reçoit une notification qui lui dit que la discussion est enregistrée et il y a une retranscription. Et Teams, c'est professionnel, donc voilà, Microsoft garantit la sécurité des données. Et par contre, c'est très utile parce que derrière, on a la retranscription, on peut l'utiliser justement pour faire les résumés, écrire les mails, etc. C'est une vraie aide, il faut juste faire attention à l'outil. Si vous avez la suite Microsoft, vous avez Teams dedans. Donc, voilà. Et je n'ai pas de part rédaction chez Microsoft. Voilà. Et donc du coup, sur ce volet-là, est-ce que tu avais d'autres, tu voyais d'autres choses, Ayman? Alors, pour moi, oui. Est-ce que tu as peur de la suite de l'IA dans les RH? Comment tu vois, toi, la suite voilà. Est-ce que ça te fait peur ou ça te rassure? Comment tu es par rapport à ça? Je dirais que oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une partie pour moi qui est ultra utile et il va y avoir des avancées dans pas mal de sujets sur des tâches qu'on a déjà évoquées et peut-être d'autres qu'on n'a pas évoquées mais qui vont nous aider. Moi, ce qui peut me faire peur, c'est, un processus et j'ai commencé à voir sur des émissions où ils commencent à en parler, notamment aux États-Unis, sur des processus de recrutement entièrement, faits par IA. Donc entièrement fait par IA, c'est, l'onboarding, entre guillemets «pour candidater», on discute avec une IA, ce qui là, pour le coup, me dérange pas forcément, ce qui est même plutôt, très qualitatif. Le premier entretien, c'est vous vous retrouvez, face à une vidéo où il y a personne en face. Il y a des questions qui s'affichent, et on doit répondre, ce qui existe déjà, hein. Là, on n'est pas dans la science-fiction, hein. Moi, je connais des entretiens, des candidats qui m'en ont parlé et tout, qui ont passé ces entretiens-là et où du coup, finalement, c'est analyser, si on va plus loin, parce que dans les technologies, il y a aussi l'analyse du sentiment, il y a l'analyse, il y a la reconnaissance vocale, donc qui pourrait être analysé si on pousse le truc, plus loin par une IA et donc choisir, 3 candidats spécifiques, et finalement aller au bout du processus de recrutement avec presque une proposition de contrat faite par une IA et finalement un processus de A à Z complètement automatisé où on n'échange pas une seule fois avec un humain. Donc ça me fait vraiment peur, parce que je trouve que c'est pas souhaitable et parce que je trouve que, bah, on dénature complètement tout le sens en fait, des ressources humaines et après ça induit tellement de choses sur après la vie plus tard dans l'entreprise quoi, que c'est des petites choses qui pourraient me faire peur, et sur lequel, je suis pas à l'aise. Je crois que tu plus tu connais un petit peu mieux que moi, la législation, notamment sur la partie analyse des sentiments. Il y a des technos qui sortent, mais c'est flou. Toi, tu sais plus par rapport à ça? Oui, ça m'a un peu fait tiquer la partie analyse des sentiments parce que ce n'est pas légal en fait. On n'a pas le droit notamment dans le monde professionnel et le recrutement, c'est du professionnel, d'utiliser les images et les vidéos des gens pour analyser leurs sentiments. Voilà. Donc là-dessus, attention à ces outils-là. Après, il y a toujours des excès. Maintenant, moi, je me dis, pour une entreprise qui utilise un process comme celui que tu décrivais, c'est-à-dire où tout est fait par IA,
quelle image elle donne aux candidats. Est-ce que ça leur donne vraiment envie de venir? Si le candidat qui passe ça, il se dit, si déjà dans le recrutement, je ne vois personne, une fois que je suis dans l'entreprise, est-ce que je vais rencontrer vraiment du monde? Est-ce que je vais avoir des gens en face de moi qui vont m'écouter, qui vont répondre à mes questions, à mon stress? Donc, alors la partie entretien vidéo par IA, je me trompe peut-être, mais je n'y crois pas trop. Autant je pense que l'IA peut fluidifier beaucoup de choses pour libérer le temps, pour consacrer ce temps à l'humain, à discuter avec les gens, etc. Autant utiliser l'IA pour transformer les processus en usines inhumaines, je n'y crois pas trop. Bon, tu J'espère ne pas me tromper. Voilà. Ok. Et du coup, je vois une question d'Antonella. Oui, vous pouvez partager un prompt qui vient d'un webinaire APEC sans souci sur le chat. Je vois l'heure qui tourne. Ayman, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer rapidement un peu ta structure? Qu'est-ce que fait EMI RH pour ceux qui voudraient discuter avec toi? Alors, MIRH, donc on est à Nantes, donc c'est une entreprise nantaise. On édite ce qu'on appelle une plateforme de pilotage RH qui est construite dès l'origine avec l'IA. Donc, d'où ça vient l'idée, parce que je ne viens pas du tout du monde des RH. Alors, je suis ingénieur dans IA et data, et je me suis occupé il y a quelques années de la fusion de filiales d'une compagnie aérienne, où je me suis occupé à la fois du cœur de métier, mais aussi de la fusion de leur SIRH. Et j'ai vu le drame des SIRH avec les outils très chers, mais qui n'aident pas, qui ne facilitent pas la vie des RH. Et donc, c'est là qu'on a créé avec Christophe EMIHR avec comme vision un outil qui regroupe tout, du recrutement jusqu'à l'offboarding, qui permet de gérer toutes les RH, qui facilite la vie des RH et des collaborateurs avec l'IA qui va fluidifier tous les process pour permettre aux RH d'avoir une vision plus stratégique et leur faciliter la vie. Aujourd'hui, on est en France, on est au Luxembourg et on est en Tunisie. Et on a des clients qui vont de la petite start-up de 15 personnes à des grands groupes de plusieurs milliers de personnes. Donc, on essaye de répondre. Vraiment, l'intérêt de l'IA aujourd'hui, cette nouvelle génération d'IA, c'est que ça a baissé toutes les barrières. Aujourd'hui, les petites entreprises ont accès à des solutions qui, avant, n'étaient accessibles qu'aux très grands groupes. Aujourd'hui, ça ne coûte pas cher et on peut avoir des choses très puissantes pour quelques euros par mois par salarié. Donc, c'est un vrai changement pour les entreprises, je pense. Merci beaucoup, en tout cas, Ayman. Et si on doit dire quelques petits mots sur Tomorrow Jobs pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément. Donc, notre cabinet de recrutement, il a été créé en 2016 à Nancy. On a 3 bureaux. Nous aussi, on est présent sur Luxembourg. On a une antenne à Luxembourg et puis une antenne à Saint-Nazaire. Et puis, on a des clients, comme je le disais, France entière. La spécificité qu'on va avoir, c'est qu'on n'est pas sur du recrutement volumique. Mais on est vraiment sur certains postes où c'est compliqué d'aller chercher et on est obligé d'aller faire de l'approche directe pour pouvoir trouver les bons candidats. Et donc, du coup, on va tester pas mal de choses pour aller chercher des gens qui sont potentiellement pas forcément sur les CV Tech et qui vont matcher avec le besoin de nos clients sur des métiers en tension, beaucoup sur des métiers techniques notamment. Il nous reste quelques minutes. Ah, je vois que il y a des questions qui sont sorties. Christelle qui dit: «Ça comprend la chasse». Alors, ça dépend si la question est peut-être pour Ayman ou pour moi. Je pense que c'était plus pour Ayman. Est-ce qu'on peut faire de la chasse avec EMI-RH? Oui, EMI-RH, le module ATS, il fonctionne dans les deux sens, inbound et outbound. Donc, il y a, pour ceux qui veulent faire de la chasse, il y a une CVTech avec IA où il suffit juste de demander « je veux un ingénieur spécialisé dans tel et tel domaine autour de Rennes », et l'IA va aller analyser les CV, sortir les résultats et les meilleurs profils. Donc, ça fonctionne. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus comme avant, il faut mettre toutes les combinaisons possibles, des mots-clés, des logiciels. Là, l'IA, elle est agnostique à tout ça et elle fonctionne dans toutes les langues. Donc, même si vous avez des CV dans d'autres langues, elle va quand même vous les retrouver, même si vous ne mettez pas les noms dessus. Et vous avez l'inbound, c'est-à-dire où vous créez l'offre, vous la poussez à la fois en multidiffusion et sur notre portail.
et où les gens vont venir déposer leur CV et l'IA va les prendre en charge dès la candidature jusqu'à la fin du process. J'espère que c'était clair. Et du coup aussi, est-ce que ça va est-ce que ça va chasser sur tous les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, c'est une question qui se pose. Alors, l'IA ne chasse pas pour vous. Elle ne chasse pas pour vous, en tout cas pas pour le moment. Mais elle vous aide à sélectionner les profils les plus pertinents par rapport à ce que vous lui demandez. Et beaucoup plus facilement. Mais elle ne va pas se connecter sur les réseaux pour aller contacter les gens à votre place, etc. Non, C'est ça. Ça, c'est plutôt le job de la personne en RH, du dirigeant ou d'un prestataire qui pourrait justement faire toute cette partie approche directe. Et Jules posait la question sur le temps de déploiement d'un logiciel comme MIHR. J'imagine que ça dépend vraiment déjà du cas d'usage. Il y a des cas d'usage qui sont plus simples que d'autres à mettre en place. Ça dépend de la taille de la structure. Mais je te laisse peut-être répondre. Ça dépend de la taille, ça dépend du. MIHR est modulaire. Donc, on peut prendre ou un module ou toute la solution. Donc, ça dépend de la taille, ça dépend de ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a du reprise d'historique ou pas? Les plus courts clients, on les a déployés en 48 heures. Après, pour des grands groupes, par exemple, là, on sommes en train de déployer chez une banque, c'est à peu près 1 mois et demi le temps de faire des développements personnalisés, d'adapter les choses pour eux. Donc, ça dépend du besoin client. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une dernière question de Christelle qui est du coup sur le sujet de la chasse. On récupère quoi comme info? Des noms, des CV sur le volet chasse? Alors, quand l'IA va chercher dans la CVTech, elle ramène les profils complets. Donc, elle va chercher dans les profils toutes les informations qu'il y a sur les candidats et elle vous ramène toutes les informations du candidat. Okay. Et donc Inès qui Après, disait… s'il y a besoin de plus de détails, s'il y a besoin de voir l'outil en fonctionnement, n'hésitez pas, il y a nos coordonnées à la fin. Donc, on peut, avec plaisir, prendre le temps de vous montrer ça plus en détail et de répondre à vos questions sans aucun souci, ça sera avec plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il nous reste une petite minute dans ce webinaire. Eh ben, je pense qu'on est bon. Est-ce que tu as un dernier mot à partager, Emmanuel? Non, je vous remercie à tous. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, Sébastien, et j'espère qu'on prolongera les échanges parce que c'était vraiment passionnant et voilà, c'était super et j'espère qu'on continuera. Je remercie tout le monde pour votre présence et je vous dis à très bientôt, j'espère. On sera au Vivatech la semaine prochaine. On expose au Vivatech, donc pour ceux qui viendront au Vivatech, venez prendre un café avec nous et échanger avec nous et peut-être voir une démo d'EMI si ça vous intéresse. Ça sera avec grand plaisir. Eh ben, moi, je tiens à te remercier, Aymen, pour le temps que tu as accordé et puis pour les éclairages sur le volet IA, parce que c'est des sujets qui reviennent quand même souvent du coup, sur la communauté RH. Merci à tous d'être venus. Nous, on organise des événements régulièrement en physique, hein, pas qu'en webinaire. Donc là, on en a 3 qui vont arriver à Nancy, Strasbourg et Saint-Nazaire. Et d'autres qui vont se planifier. Si vous êtes dans ces villes-là ou si vous voulez qu'on reste en contact, je vais mettre dans le chat les profils LinkedIn d'Aymen et le mien. Comme ça, on peut rester connecté. Pas d'event à Paris. On est en train de le préparer, mais c'est pas encore calé. Donc, pour l'instant, comme c'est pas officiel, j'en parle pas. Mais on en prévoit un, j'espère, d'ici la fin de l'année, parce qu'on a beaucoup de nos clients qui sont à Paris. Donc, on va aussi y aller. En tout cas, merci à tous. On a eu pas mal de questions aussi pour toi, Aymen. Donc, ça veut dire que le sujet interroge aussi sur pas mal d'aspects. Donc, merci à tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. On a tenu pile le timing, Aymen, tu vois. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon week-end avec un peu d'avance.
Et puis, bah, à très vite. On peut rester connecté sur de prochains événements ou sur LinkedIn. Voilà. Merci à tous et bon appétit. Merci, bon appétit, à bientôt.